Voilà, bonjour, aujourd'hui on va parler de Symmetric Cipher ou de chiffrement symétrique. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un chiffrement symétrique? Vous avez Bob qui veut transmettre un fichier, une information à Alice, mais il veut que cette information soit transmise de manière confidentielle. Pour faire ça, il va utiliser un cipher qui est un algorithme, et cet algorithme est paramétré par une clé de chiffrement qui est ici. Lorsque le fichier passe dans cet algorithme, on a un fichier crypté qui est là. Ce fichier crypté est envoyé de ce côté, chez Alice, et Alice va utiliser le même algorithme, le même cipher, la même clé de chiffrement, de manière à retrouver le texte en clair ici. Si Jack, au milieu, peut intercepter ce fichier, il ne devrait pas connaître la clé de chiffrement et il ne va pas pouvoir déchiffrer le fichier qui est ici. Voici quelques exemples d'algorithmes symétriques. RC2, RC4 qu'il ne faut plus utiliser, AES qui est extrêmement utilisé actuellement, IDEA aussi, Triple DS on peut l'utiliser, DES il ne faut plus utiliser, et puis Bluefish il est conseillé de ne plus utiliser. Tous ces algorithmes suivent ce qu'on appelle le principe de Kirchhoff. C'est-à-dire que l'algorithme, le code, la façon de fonctionner de l'algorithme est connue. Par contre, la clé, elle, est inconnue. Typiquement, l'algorithme ici est publié, tout le monde peut y avoir accès. Par contre, la clé de chiffrement ne peut pas être divulguée, ne doit pas être divulguée. Elle doit être divulguée uniquement à Bob et à Alice, aux deux personnes qui veulent utiliser ce fichier-là. Les longueurs des clés, alors une clé, c'est un nombre aléatoire qui, pour certains algorithmes comme DES par exemple, valait 56 bits, où on a 2 puissance 56 qui fait environ 10 puissance 17 possibilités, ou une clé de 1024 bits, ça fait ce nombre de possibilités. On peut faire du brute force attack, on va tester toutes les possibilités. Qu'est-ce que c'est que ce brute force attack? Vous avez Jack qui a intercepté ce fichier-là. Jack peut, il sait que ce fichier était chiffré par du AES 128 bits. Eh bien, il va générer un nombre de 128 bits. Il va commencer par mettre tous des zéros. Et ensuite, décrypter ça. Il va obtenir quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Ensuite, il va incrémenter, il va mettre 127 bits à 0 et 1 bit à 1 et redécrypter ça jusqu'à ce qu'il puisse obtenir quelque chose qui veuille dire qui a une signification. Ça, c'est ce qu'on appelle le brute force attack. Si on fait du brute force attack, typiquement sur certains processeurs, et ça dépend des algorithmes de chiffrement, on peut arriver jusqu'à cette vitesse-là. Et puis on a ces temps de déchiffrement pour faire tout ce qu'on appelle le brute force attack. Les, les symmetric ciphers ont un grand avantage, c'est qu'ils sont extrêmement rapides. Par exemple, par rapport à d'autres algorithmes comme les algorithmes asymétriques, ils sont 1000 fois plus rapides qu'un algorithme asymétrique. Par contre, ils ont des désavantages, c'est l'échange de la clé. Si Bob est à Paris et puis Alice à Hong Kong, eh bien, la clé doit être échangée entre Paris et Hong Kong. On peut faire ça par email, mais c'est pas sécurisé. Par la poste, c'est un autre canal de communication, mais c'est très lent. Et on peut, ce qui est fait maintenant, utiliser des algorithmes asymétriques comme Diffie-Hellman ou des courbes elliptiques ou RSA pour transférer une clé symétrique d'un point A à un point B. Un autre désavantage, c'est le nombre de clés. Si Bob dialogue avec Alice, Alice avec Carol, Carol avec Bob, eh bien, il faut 3 clés symétriques différentes forcément. Si on a 5 personnes, il va falloir 10 clés symétriques pour pouvoir dialoguer entre eux. Ici, on a la règle, on voit que ça augmente par comme un n carré. Pour les algorithmes symétriques, il y a deux grandes catégories, les blocs et les stream cipher.
les stream ciphers encryptent le message bit par bit ou byte par byte. D'accord. Mais voilà. Les stream ciphers sont généralement plus petits, les algorithmes sont plus petits et plus rapides. Ils demandent moins de puissance de calcul. Ils seront principalement utilisés sur des téléphones portables ou des systèmes embarqués. Quelques exemples, Salsa20, Cheshire, qui sont de très très bons algorithmes symétriques de type Stream Cipher. Ils se trouvent dans la librairie Libsodium, qui est une librairie open source que l'on peut très facilement porter sur n'importe quel processeur. Elle est écrite en C. C'est vraiment une librairie. Si vous êtes confronté à ça, choisissez cette librairie-là pour faire de l'encryption sur des petits devices. Voilà, dans Bluetooth, cet algorithme-là, ou dans GSM, le RC4 est utilisé dans WEP, un des chiffrements proposés par le Wi-Fi qu'il ne faut absolument plus du tout utiliser car la sécurité est nulle. Les algorithmes de type block cipher, le message est crypté par bloc. Vous avez des blocs de 64 bits pour DS, triple DS ou 128 bits pour IDA, AES. AES, c'est l'algorithme le plus utilisé actuellement. Quelques exemples ici si je veux chiffrer. Si je veux chiffrer un fichier ici, je peux utiliser la commande OpenSSL. La commande OpenSSL permet de faire énormément de choses. Elle a différentes sous-commandes comme ANC qui va permettre de chiffrer, chiffrer ou déchiffrer. Avec cette option "-list", on a la liste de tous les algorithmes supportés par OpenSSL. Voilà, donc si je fais OpenSSL ANC-list, voilà, j'ai ces différents algorithmes. Je reconnais le AES avec différentes clés de chiffrement et différents modes que l'on va voir après. CBC, OFB, etc. Il y a différents modes de chiffrement que AES connaît. D'autres algorithmes qui sont ici, Bluefish que l'on verra aussi, DES, RC4, on a vaguement parlé avant. Voilà, ça c'est différents algorithmes connus par OpenSSL. Si je veux chiffrer un texte, je peux utiliser cette commande-là. Alors, OpenSSL ANC, j'indique quel est le type d'algorithme. Donc, OpenSSL ANC AES-128-CBC, qui est le mode que l'on va voir un tout petit moment, "-e" pour encrypter. En input, je veux ce clear file, c'est ce qui est là. En output, je veux ce fichier ici, encrypté. Donc là, "-in", j'ai un fichier t.txt qui est là. "-out", t.txt, .txt.enc. Voilà. Si vous remarquez, à nulle part, j'ai indiqué de clé de chiffrement pour le moment. Ici, il me demande un password. 1, 2, 3, 4. Mauvais password, mais pour l'exercice, ça suffit. Voilà. Et qu'est-ce qu'il me met? Il me met "deprecated key derivation used". On verra après ce que c'est ça là. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un fichier en clair, un fichier encrypté. Si j'affiche 4t.txt, ça c'est le fichier en clair, contient ça là. Le fichier encrypté, c'est un fichier binaire. Donc pour le visualiser, je vais utiliser hexdump t. Voilà. Et ici, j'ai mon fichier. Ça, c'est le fichier en clair. Ça, c'est le fichier encrypté. On voit une chose. Donc là, il y a la partie hexadécimale qui est ici et une partie ASCII, l'interprétation ASCII de ce qui est là. On voit salted qui est ici, qui est ça là. On va voir tout de suite ce que c'est que ces 8 bytes qui sont ici. On va le voir tout de suite. Ça, c'est le contenu chiffré de ça. Voilà.
On voit qu'il n'y a aucune correspondance entre ça et ça. Alors, qu'est-ce que c'est que... donc on sait que pour paramétrer, on l'a dit avant, si je prends un algorithme symétrique, j'ai pris A et S ici, il faut une clé de chiffrement. Cette clé de chiffrement, voilà, elle n'est pas indiquée là-dessus. Comment est-ce qu'elle est dérivée? J'ai indiqué moi un password. Un password, c'est l'input d'un algorithme avec ce salt value ici. Ce salt value, c'est ces 8 bytes qui sont là. Ça, c'est les inputs de cet algorithme. Et cet algorithme va générer un initial vecteur et une clé. Là, on retrouve la clé. On verra le vecteur initial IV, et d'ici à quoi ça correspond. On a l'algorithme qui est là, le fichier en clair qui est ici et le fichier encrypté. Voilà. Donc, le password sert à générer ces paramètres qui sont là. Si je veux décrypter, je dois utiliser -d. Donc ici, OpenSSL ANC A et S-128-CBC -D. Alors -in, ici je me suis trompé là. -in, c'est non pas le clear file, mais c'est l'encrypted file. Ici je dois mettre encrypted file. Donc là j'ai un fichier encrypté, c'est le t.in, t.txt.anc. Le fichier .out, qui est la sortie, d'accord, ce sera le fichier décrypté. Donc là, ce sera un clear text. Donc je vais l'appeler t2.txt. Il me demande la clé 1, 2, 3, 4. Quand j'indique, il me demande le password. Quand j'indique le password, qu'est-ce qui se passe? Il y a le password qui est ici. OpenSSL ANC va aller lire ce salt value qui est dans le fichier encrypté, paramétrer cet algorithme de manière à générer IV et key qui vont paramétrer le AES 128 bits et puis on va pouvoir déchiffrer ce fichier-là. Voilà, ls-al. Donc là, j'ai le t.anc qui est ici, le t2.txt qui est là, qui a la même longueur. Et si je fais un cat t2, eh bien, j'ai le même contenu qui est ici. Alors, ce message qui apparaît là, d'accord, would be better. Qu'est-ce que c'est? C'est uniquement cet algorithme qui est ici. On peut changer l'algorithme par défaut en le paramétrant de cette manière-là. Alors, comment je peux trouver l'information? Man ANC, puisqu'on utilise OpenSSL ANC. Si je veux connaître les paramètres de configuration de ANC, je peux prendre les man page ANC et puis je retrouve mon height ici qui est un nombre d'itérations ou cet algorithme qui est la PK PB alors quitte. Si maintenant je vais le faire comme ça, copie, je veux encrypter. Voilà, encrypter, paste, voilà. Cette fois, je vais 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et je n'ai plus ce message qui m'indique que l'algorithme par défaut n'est pas sécurisé. On prend cet algorithme-là et ça permet de paramétrer cet algorithme qui est ici. Voilà. Maintenant, on a vu que quand j'ai indiqué AES 128, 128 ça indique la longueur de la clé, CBC ça indique le mode. On va voir les différents modes qui sont utilisés par les algorithmes de type BlockCypher. Il y a le mode ECB qui est le premier mode. Ce mode Electronic Codebook, eh bien, le message est divisé en blocs de même longueur. Donc si je prends un exemple, qu'est-ce que ça veut dire ça? J'ai un texte ici. Il fait beau. Je vais essayer. Voilà, comme ça. Alors ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
premier bloc de 8 bytes. 1, 2, 3, 4. Là, j'ai 4 bytes. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, j'agrandis un tout petit peu. Voilà. Ici, on va découper ce texte en blocs de 8 bytes. Donc là, hop, on a le premier bloc ici. Il fait espace. Et puis ici, beau. Alors B-E-A-U, ça fait 4 bytes. Il manque, pour un bloc de 8 bytes, il manque 4 bytes ici. On va voir que on va rajouter ce qu'on appelle du padding de manière à avoir toujours des blocs de 8 bytes. Donc là, on a le il jusqu'à l'espace qui est ici, puis le beau plus le padding qui est ici qui va être encrypté. Donc c'est un mode très simple. Un problème principal avec ça, c'est que si j'ai une succession de textes, de bytes identiques, comme dans une image par exemple, ici j'ai tous des blancs, eh bien j'ai tous des blancs qui sont là, qui vont donner une image cryptée, mais l'œil est capable d'intégrer cette image qui est là. Donc ça, c'est un des problèmes de ce mode SCB, c'est que si tous les blocs sont les mêmes, eh bien le chiffrement sera le même. Voilà. Ici, pour contrer ce problème-là, on peut utiliser d'autres modes que l'on va voir maintenant et on obtient une image qui n'est plus du tout visible. Alors le mode CBC qu'on a utilisé là, qu'est-ce que c'est? On a le premier bloc de 8 bytes qui est ici, le deuxième bloc de 8 bytes. Première chose, on fait un XOR. On fait un XOR avec ce vecteur initial qui est là. Ce vecteur initial, j'en ai parlé ici. Dans l'algorithme qui est là, on prend le salt value, le password, ça va générer une clé et un vecteur initial. Ce vecteur initial, eh bien, il va être utilisé ici. Alors, si j'explique l'algorithme, je prendrai en premier par ce bloc-là. Ce bloc est ici, on fait un XOR avec le bloc précédent encrypté. Donc on a ça là et on encrypte ça. Et on va continuer ça jusqu'au bout. Par contre, pour le premier bloc, vu qu'on n'a pas de bloc précédent, on est obligé d'avoir un vecteur initial. Ce vecteur initial, si je regarde ici, je peux le visualiser avec cette option-là, "-p". Si je recrypte une fois ici avec OpenSSL, là j'encrypte et je mets ici "-p". Voilà, alors 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, on voit le salt value qui est généré. C'est OpenSSL qui le génère. La clé, de 128 bits, et le vecteur initial qui a été généré. Ces deux grandeurs qui sont là sont une combinaison de ça, du salt, et du password. On a le salt change à chaque fois et ça permet d'augmenter l'entropie du système. Alors, là, on a le vecteur initial, on a les blocs encryptés ici. Pour décrypter, on a ces blocs C0, C1 qui se trouvent là, qui ont aussi des longueurs fixes, 64 bits ou 128 bits. Qu'est-ce qu'on fait? On vient ici, on décrypte avec la clé et on fait un XOR avec le vecteur initial. Encore une fois, le vecteur initial, ce n'est pas quelque chose qui doit être gardé secret. Ce qui doit être gardé secret, c'est vraiment la clé. Pour le deuxième bloc, hop, même chose, et puis on décrypte comme ça. Chose importante, on voit qu'ici, je dois encrypter le premier bloc avant d'encrypter le deuxième bloc. Ici, pour la décryption, on peut paralléliser les choses. On peut prendre le premier bloc, le décrypter, arriver ici, prendre le deuxième bloc, le décrypter, arriver ici, et ensuite faire les XOR. Donc on peut, si on a deux processeurs, on peut prendre ces deux blocs ici, décrypter sur le premier processeur, décrypter sur le deuxième, et ensuite faire les XOR qui sont là. Donc on peut paralléliser la décryption. Il existe d'autres modes, on ne va pas tellement
assister là-dessus, où on voit qu'on encrypte le vecteur initial, le texte en clair qui est ici, etc. Ou bien on change un tout petit peu l'encryption ici. Il y a un mode extrêmement utile qui est ce qu'on appelle le counter mode. Ce mode est surtout fait pour paralléliser l'encryption. Donc on génère un nombre aléatoire ici, qui est un counter. Et puis ce nombre aléatoire A est 56 00. On peut encrypter le premier bloc P0 ici, de cette manière-là par exemple, et le compteur est incrémenté, comme ça. Et là, on peut en parallèle encrypter ces valeurs ici et puis faire ces XOR en parallèle. Pour la décryption, c'est strictement la même chose. Il faut juste partir avec le même compteur qui est ici et on peut paralléliser les choses. Il existe un autre mode, the Gateway Counter Mode, qui est une généralisation de celui-ci. Il est défini pour des block size de 128 bits. Il est vraiment adopté avec ses performances. Il permet la confidentialité des données et il permet de checker l'intégrité des données. Alors, comment ça fonctionne? Voilà. Vous avez l'authentification puis l'encryption qui est faite ici par ce mode GCM. Pour faire ça, qu'est-ce qu'on a? On a en input une clé secrète, un vecteur initial, un plain text, d'accord, le texte en clair, qui peut avoir une longueur entre 0 et ça là, et puis une grandeur A ici. C'est Additional Authenticated Data, qui peut être un nonce, une valeur aléatoire qui a été initialisée, qui a été échangée au début entre les deux entités qui veulent dialoguer. Ou ça peut être une adresse IP, c'est un nombre. Voilà. Et puis, à la sortie de ça, on a deux choses. Un texte encrypté et puis Authentication Tag qui est là. On va venir ici, on parlera de ça après. Ça là, ce qui est expliqué là, c'est exactement ce qui est là. Alors, on a un vecteur initial qui est généré. Il y a une opération simple ici, ce qui nous génère un compteur. Ici, on a ce AAD. Ça là, Authentication un Authentication Tag qui est ici, celui-ci. Additional Authentication Data. C'est ça là. Ici, on a une paramétrisation c'est une multiplication dans les champs de Le Gallois. Voilà, c'est pas important pour ça. On prend cette Authentication Data, on passe là-dedans et ça nous servira d'input ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? On prend ce compteur qui est là. Ce compteur, hop, on vient dans cette opération qui est ici. Et ça va nous servir tout à la fin ici. Ensuite, ce compteur est incrémenté. On a le compteur 1 là. On fait la même chose. Là, on a le texte en clair. On fait un XOR. On a l'encryption qui se fait ici. C'est l'encryption, pardon, avec la clé. Le compteur 0 est encrypté avec l'algorithme AES, etc., plus la clé. Ici, le compteur 1 est encrypté avec la clé et on a un XOR avec le plain text qui est ici. On obtient le ciphertext qui est là. Ensuite, ça c'est le texte chiffré. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ça, pour l'authentification, on prend ça là, qui est passé par cette grandeur de Le Gallois. Hop, on vient ici et puis on fait un XOR là-dessus. Ensuite, on va répéter cette opération jusqu'au dernier plain text,
D'accord? Si on a 25 000 plain text, ici parce qu'on a 25 000 blocs, eh bien on aura 25 000 fois cette opération qui va être faite. Le compteur ici va être incrémenté 25 000 fois, encrypté ici, et on a ces opérations qui se font. Tout à la fin, eh bien, on a ces opérations qui se font ici, encrypté, enfin XOR avec le counter 0 qui a été encrypté, et on obtient ça qui est l'authentication tag. Cet authentication tag, de quoi est-ce qu'il dépend? De cette grandeur-là et de chaque bloc encrypté, chaque bloc ici. Chaque bloc encrypté ici. Et c'est ce qui est donné là-dessus. Pour la décryption, eh bien, on va avoir strictement la même chose. On va avoir la clé d'encryption, le vecteur initial. Le C, c'est le ciphertext. Le ciphertext, c'est cette succession de textes qui est là. Le A, c'est ce Additional Authenticated Data qui est cette grandeur qui est ici. D'accord. Et puis le T, c'est ce qui est là, c'est l'Authentication Tag. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va faire ces opérations-là et puis contrôler est-ce que le T qui est ici correspond, est-ce que le A qui est là donne le même T qui est ici. On a vu que dans les blocs cipher, pour le dernier bloc, il est fort possible que le dernier bloc, si j'ai un bloc cipher qui travaille avec des blocs de 64 bits, il est fort possible que le dernier bloc n'ait pas 64 bits. Donc ici, on doit avoir, c'est obligatoire, des blocs de 64 bits. Donc pour pouvoir avoir ça, sur ce bloc qui est plus petit que 64 bits, on va rajouter du padding. Ici, on va rajouter quelques bytes pour l'encryption. Lorsqu'on va décrypter le dernier bloc, eh bien l'algorithme va supprimer ce padding. Alors il y a différents types de padding, PKCS7, PKCS5. Typiquement, si le dernier bloc a 6 bytes par exemple, on a du padding, on a des blocs de 8 bytes, 64 bits, eh bien on va rajouter 1 byte avec la valeur 0,1. Si le dernier bloc a 6 bytes, voilà, eh bien on va rajouter 2 bytes avec les valeurs 0,2, 0,2, etc. Et si le dernier bloc a exactement 8 bytes, 64 bits, on va rajouter automatiquement un bloc qui a 8 bytes qui sont égaux à 0,8. Voilà. Le principe est le même pour celui-ci. Si je prends l'exemple là, le dernier bloc a 4 bytes et hop, on va rajouter ces 04, 04, 04 qui sont là. Vous avez d'autres types de padding où le 04 est mis comme ça, ou bien vous avez, au lieu d'avoir des zéros, vous avez des valeurs aléatoires qui sont là, ou on met tous des zéros ici. C'est différents types de padding qui existent. On a ici le schéma de Feistel qui est utilisé dans pas mal d'algorithmes. On va voir DES, Bluefish utilise le schéma de Feistel. On verra que AES, qui est un algorithme extrêmement utilisé, n'utilise pas le schéma de Feistel. Alors, ici, comment ça se passe? On a en X et Y le bloc à chiffrer, le bloc de 64 bits ou de 128 bits si c'est des blocs de 128 bits. Donc X, eh bien, c'est les 32 premiers bits du bloc de 64 bits et Y, les 32 derniers bits. On a l'algorithme qui est là et on a une clé de ronde. On verra que cette opération se fait plusieurs fois. Ce qu'on appelle à chaque ronde, on a une clé qui est dérivée de la clé principale. Cette clé de ronde permet de paramétrer l'algorithme qui est ici. Alors, comment ça se passe? On a la partie droite Y qui rentre en input dans l'algorithme. Il est paramétré par cette clé de ronde. La sortie ici, on fait un XOR avec les 32 bits de poids faible du bloc. Et ensuite, on permute, hop,
la gauche et la droite. Et on continue ça plusieurs fois. Voilà. Les opérations sont simples et rapides. Les opérations qui sont là-dedans, c'est généralement des opérations relativement simples qui sont faites. Un exemple avec DES qui ne doit plus être utilisé maintenant, important, qui a été développé en 1973 et qui a été le standard depuis 1977 jusqu'à 2005. DES c'est un Symmetric Block Cipher, la longueur des clés est de 56 bits. Voilà, c'est le même algorithme pour l'encryption et la décryption. DES utilise des opérations hardware simples, Shift, XOR, simples, mais on verra qu'elles sont assez simples à réaliser en hardware. En software, elles sont très embêtantes à faire. Il y a ces différents modes qui sont utilisés par DES. Donc le principe, on a un bloc 64 bits en clair, on a l'encryption, la clé de chiffrement, 64 bits chiffrés qui sont ici. Pour la décryption, c'est strictement la même chose. Alors DES utilise un schéma de Feistel. On reconnaît ici le schéma de Feistel que je mentionnais. On a le clear text qui est là, les 64 bits. On a une permutation initiale. On a les 64 bits qui sont à gauche, left et right, qui sont ici. La fonction qui est là et la clé de ronde qui est ici. D'accord, c'est exactement ce qu'on a dit précédemment. Et ensuite, quand ça c'est fait, hop, on permute la gauche et la droite ici. Et on effectue ça 16 fois. Quand ça s'est effectué, eh bien, on fait une permutation inverse ici, c'est juste l'inverse de ça, et on obtient le texte chiffré ici. Alors, juste le détail d'une ronde, on reconnaît la partie left, gauche, right, droite. On a la clé de chiffrement qui est ici. Cette clé de chiffrement, on voit qu'on fait des shifts sur les... On a 56 bits. On fait des shifts ici. On a une compression, une permutation compressive où on passe de 56 bits à 48 bits. Depuis ici, on a le mode 32 bits, c'est la fonction f qui est ici, cette fonction f qui est là. Qu'est-ce qui se passe ici? On fait une permutation expansive, on passe de 32 bits à 48 bits, on fait un XOR. On a une table de permutation qui permet de changer les valeurs. Et puis, on change encore une fois les valeurs ici et on a un XOR qui se fait là. La génération des clés, voilà, on a ces shifts qui sont faits ici. Et ça, c'est la difficulté avec DES pour une implémentation software. On voit que ce bit qui est ici, il faut le mettre ici. Ce bit qui est là, il faut le mettre ici. Et à faire ça, isoler un bit comme ça, le mettre au bon endroit là, ce sont des masques, des OR, des masques et des shifts à faire qui sont lourds à faire en software. Donc DES n'a pas été prévu pour une implémentation efficace en software. Voilà, la permutation compressive, je passe un peu dessus. Voilà, on voit une chose, c'est que vous avez des clés qu'il ne faut absolument pas utiliser, puisque ces clés-là, d'accord, et bien ou celles-ci, ben, vont donner toujours les mêmes résultats. Les faiblesses de DES, les clés sont trop petites. Vous avez les brute force attaques possibles. Il y a des cryptanalyses par analyse différentielle ou linéaire qui sont faites là-dessus. DES est considéré comme weak. On peut utiliser triple DES qui est 3 fois DES. Voilà. Alors, il y a une version triple DES avec 2 clés où on a le texte qui est ici qu'on va encrypter avec une clé K1. Ce message qui est là, on va le décrypter avec une DES-1 avec une clé K2 et on va le réencrypter avec la même clé K1. Donc on a 2 clés. Donc c'est comme si on avait une longueur de clé de 112 bits. Si on a
3 clés, eh bien, on prend le message X1 qu'on encrypte avec la clé K1, qu'on décrypte avec la clé K2 et qu'on rencrypte avec la clé K3.